Bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 1er février. Date un petit peu spéciale pour nous puisqu'aujourd'hui notre fils a 1 an. Voilà. C'est donc avec beaucoup d'émotion que j'ouvre ce carnet de lecture puisque du coup depuis ce matin j'ai un peu le cœur qui se serre et je me dis que c'est quand même dingue de savoir que notre fils a déjà 1 an. Le temps passe à une vitesse, c'est incroyable, incroyable, peut-être un petit peu effrayant également, mais bon, comme quoi il faut absolument profiter de tous les instants parce que vraiment ça passe beaucoup trop vite. Donc, bon bref, je vais pas m'éterniser, je vais pas m'étendre sur le sujet, le but de cette vidéo n'est pas là, mais quand même, je devais vous le dire parce que pour moi c'est vraiment important. Donc, on se retrouve aujourd'hui, on est sur la pause déjeuner, je viens de terminer de manger, j'ai pris un petit thé qui fume, comme vous pouvez le voir, bien chaud. Du coup, je voulais en profiter pour vous parler un petit peu thé, puisque dans ma tasse, j'ai donc pris le thé, le thé aux 7 parfums, je sais pas si vous verrez bien. Thé aux 7 parfums, donc citron, bergamote, abricot et figue, que je trouve excellent, tout simplement. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Je sais que vous êtes quelques-unes à bien en apprécier quand je vous parle de thé. Donc c'est un thé que j'ai acheté au coin des Délices, qui est une boutique à Sarzeau. Une petite boutique que j'aime beaucoup à Sarzeau, dans le golfe du Morbihan, pour ceux qui ne situent pas cette ville. Je vous en parle parce que du coup ça peut intéresser les Bretons si vous allez à Sarzeau, si vous êtes à proximité du golfe du Morbihan. Mais également parce qu'ils ont, je sais pas si vous le verrez, mais ils ont un site internet ici et en fait ils vendent leur thé sur leur site internet, donc ça peut vous intéresser. Donc la référence là c'est le thé aux 7 parfums, c'est un thé noir parce que je suis une grande fan des thés noirs, je préfère les thés noirs au thé vert, donc voilà. Et j'en ai acheté un deuxième il y a peut-être 1 ou 2 mois de ça, qui est Noël à Paris. Alors je sais que c'est plus vraiment la période, mais franchement il est très très bon aussi. Noël à Paris, c'est pain d'épices, amandes et cerises. Je le trouve très bon et on sent beaucoup la cerise, donc voilà. Bref, je vous remettrai toutes les infos en barre d'infos si ça vous intéresse. Je vous remettrai notamment le site internet de la boutique où vous pouvez acheter ces thés-là. Et voilà. Ensuite, parlons peu, parlons bien, parlons lecture. Du coup, où est-ce que j'en suis dans mes lectures? J'en suis... en fait, j'ai pris du retard. Franchement, autant que je commence par là. J'ai pris du retard dans mon planning de lecture. Euh, bon, c'était pas forcément prévu, mais bon, je vais m'organiser autrement, je pense. Donc, je suis en ce moment dans Vers la violence de Blandine Rinkel, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est une de mes lectures pour le Grand Prix des lectrices L, pour mes relectures du mois de décembre. Aïe, j'entame avec ce roman-là les relectures du mois de décembre. C'est un roman de la rentrée littéraire. J'aime beaucoup la couverture que je trouve très très jolie. Bon là vous avez le bandeau, mais même si on enlève le bandeau, en fait là, je sais pas si vous le verrez parce que je pense qu'on voit pas très bien, mais la matière est juste vraiment incroyable et je sais pas, je trouve que la couverture elle est hyper belle, hyper poétique. C'est édité chez Fayard et j'en suis au début. En fait à la base j'aurais dû le terminer aujourd'hui, bon ce sera vraiment pas le cas parce que j'en suis à 50 pages et malgré tout il est quand même assez costaud hein, puisqu'il fait presque 400 pages. Donc on est sur un roman qui va pas se lire non plus comme ça. Et c'est d'ailleurs un roman qui je trouve, en tout cas pour l'instant, ne s'avale pas, enfin on ne lit pas avec avidité ce roman, on le déguste un petit peu si vous voulez, voilà, on lit chapitre par chapitre, on rentre un peu dans l'univers petit à petit, et du coup, bah, c'est pas un livre que j'ai envie de dégommer comme Les héritières de Lovenov par exemple. Donc j'y vais... Alors, ça ne veut pas dire que je n'aime pas ma lecture, attention, hein. Au contraire, je trouve que c'est très intéressant, mais je prends mon temps pour cette lecture, donc bon, j'avais prévu de le lire en 3 jours, je pense que je vais le lire en un petit peu plus de temps que ça. Je ne vous parle pas de la quatrième de couverture, je ne vous fais pas de résumé non plus, j'attends d'avancer un petit peu dedans et je vous en reparlerai. Et aujourd'hui commence la lecture commune organisée par Angie du compte Madame Chachali.
lecture commune du deuxième tome de La Villa aux Étoffes. Donc là, c'est Les filles de la Villa aux Étoffes de Anne Jacob que j'ai en poche. Alors pour cette saga, j'ai fait n'importe quoi. J'ai le premier tome en version brochée, édité chez Charleston, et donc j'ai le deuxième tome en version poche, édité chez 10-18. Voilà. Donc je sais pas trop ce que je vais faire. Peut-être que je rachèterai le premier tome en version poche et du coup je revendrai la version brochée. Je sais pas trop où je la donnerai, je sais pas. J'aime beaucoup les éditions Charleston, je trouve qu'ils font des très belles parutions, mais c'est vrai que les formats brochés, ça prend quand même beaucoup plus de place dans la bibliothèque, et les formats poche, c'est plus simple. Et puis je préfère aussi lire en format poche parce que souvent je lis le soir dans mon lit. Les formats brochés, c'est un peu compliqué. Donc bon, bref, je blablate. Mais tout ça pour vous dire que aujourd'hui commence cette lecture commune là. Donc NJ a fait un découpage, ce qui est plutôt bien fait en tout cas parce qu'à chaque fois elle laisse le temps. Enfin, on lit en partie, on lit pas en chapitre, on lit en partie, et c'est pas une partie par jour pour le coup. C'est vraiment une partie fait plusieurs chapitres et elle nous laisse 5-6 jours à chaque fois pour lire les parties. Donc là, en l'occurrence, je devrais lire la première partie qui s'arrête à la page 135, donc qui s'arrête au chapitre 8, ici, avant dimanche, je crois. Donc ça me laisse quand même le temps de le lire. Après, moi, dans mon esprit, j'avais décidé de ne pas le laisser trop traîner. Donc en vrai, si je peux avancer et prendre un peu d'avance sur la lecture commune, ça m'arrangerait parce que j'ai quand même un planning de lecture du mois de février très chargé. Ça, je vous l'ai déjà dit, mais ouais, c'est assez chargé. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ouvrir ce carnet de lecture. Donc là, étant donné que je n'ai pas du tout commencé, c'est pareil, je ne vous fais pas de résumé, pas de lecture de la 4e, ni rien. Mais je viendrai vous en reparler très prochainement. Ce sont donc, je pense, les 2 lectures que vous allez voir dans ce carnet. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller retourner travailler et je vous reprends plus tard. Hello, on est mardi midi, je suis partie me promener un petit peu. J'ai eu une matinée de travail très compliquée, je devais aller au sport ce midi. Finalement, je n'ai pas pu, j'ai loupé mon cours, donc je me suis dit que j'allais aller prendre un petit peu l'air. J'ai donc mis mes écouteurs, que vous voyez peut-être ici, et j'ai mis mon livre audio. Je suis en pleine écoute. Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. J'espère que vous m'entendrez parce qu'il y a vachement de vent. Donc je suis en pleine écoute de Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, que j'allais dire que j'aime bien, mais je suis quand même un peu mitigée. Je vous en reparlerai parce qu'il me reste plus que 2 heures d'écoute, donc ça devrait être vite vu. Je pourrais vous en reparler. Voilà. Bon, sinon je m'excuse de ne pas vous avoir repris du tout de la semaine. On va faire un carnet de lecture sur 2 semaines cette fois-ci. Parce que la semaine dernière a été très chargée et je n'ai pas vraiment eu le temps de vous prendre en vidéo. Ni même de lire d'ailleurs. Donc voilà. Donc on reprend les bonnes habitudes pour cette semaine. Et puis bah écoutez, moi je vous reprends un peu plus tard. Hello, on est toujours mardi, je reprends la caméra pour venir vous parler. Je prends enfin le temps, après cette semaine qui a filé à toute allure, où je n'ai absolument pas eu le temps de vous parler de quoi que ce soit. Donc, comme vous pouvez vous en douter, j'ai énormément de choses à vous dire du coup. Alors, on va commencer par 2 petites réceptions que j'ai faites, 2 petits livres que je me suis offerts, qui me font de l'œil depuis très longtemps. Ce sont des livres qui ne vont pas être des grosses nouveautés pour vous, que vous avez très probablement vu passer un nombre de fois incalculable, puisque ce sont des best-sellers, je pense, on peut dire ça comme ça. Donc, je vous les présente tout de suite. J'ai d'abord acheté pas le dernier, l'avant-dernier Virginie Grimaldi, Les Possibles.
Donc c'est une nouveauté au livre de poche. Je vais enlever le bandeau parce que moi, je suis pas très fan des bandeaux. J'enlève donc ça. Nouveauté mais au livre de poche, comme je vous disais, j'aime beaucoup cette couverture. Je la trouve hyper jolie, très fleurie, très printanière. Les possibles, le dernier roman, c'est Il nous restera ça, je crois. Et j'ai appris, enfin on a appris, hein, puisque c'est ce qui est sorti, enfin c'est la grosse nouveauté qui est sortie cette semaine, que Virginie Grimaldi sortirait son prochain roman en avril ou en mai, je ne sais plus exactement. Je ne sais même plus comment il s'appelle, mais en tout cas, j'ai hâte. Moi, j'aime bien lire au moins un Virginie Grimaldi par an. Donc, je pense que cette année, je vais me pencher sur les possibles. J'ai déjà lu Tu comprendras quand tu seras plus grande. Il est grand temps de rallumer les étoiles. Et que ne durent que les moments doux. Je crois que c'est à peu près tout. Ah si, et celui... je l'ai écouté en audio, celui-là. Je sais plus comment il s'appelle. Qui se passe sur le bassin d'Arcachon, là. Le personnage principal s'appelle Pauline. Je ne sais plus le nom. Je vous le remettrai si je le retrouve. Le parfum de la pluie est... Non, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. Je sais plus. Bref, je vous le remettrai. Du coup, les possibles, de quoi ça parle? Je vous lis la 4e quand même. Juliane n'aime pas les surprises. Quand son père fantasque vient s'installer chez elle à la suite de l'incendie de sa maison, son quotidien parfaitement huilé connaît quelques turbulences. Jean dépense sa retraite au téléachat, écoute du rock, tapisse les murs de posters indiens, égare ses affaires et cherche son chemin. Juliane veut croire que l'originalité de Jean s'est épanouie avec l'âge, mais elle doit se rendre à l'évidence, il déraille. Face au lendemain qui s'évapore, elle va apprendre à découvrir l'homme sous le costume de père, ses valeurs, ses failles et surtout ses rêves. Tant que la partie n'est pas finie, il est encore l'heure de tous les possibles. Voilà, donc une thématique relation père-fille qui me tente vraiment beaucoup. Voilà, donc ça c'était pour le premier. Le deuxième, c'est pareil, ça va pas être une grosse nouveauté pour vous, c'est Je revenais des autres de Melissa d'Acosta. Je n'ai lu qu'un seul Melissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel, que j'ai énormément apprécié, je pense comme tout le monde, puisque ce roman-là, je pense que je n'ai pas croisé une seule personne qui ne l'a pas aimé. Donc voilà, Tout le bleu du ciel, ça a été une lecture bouleversante pour moi. Je l'ai lu quand j'étais enceinte en plus, donc j'ai pleuré, mais alors beaucoup plus que d'habitude, je pense. Je me souviens, je l'avais lu quand j'étais en vacances en Corse. Enfin bon, j'ai versé des torrents et des torrents de larmes. Je revenais des autres, de quoi ça parle? Ça parle de Philippe, 40 ans, directeur commercial, marié et père de 2 enfants. Ambre a 20 ans, n'est rien et n'a personne, sauf lui. Quand submergée par le vide de son existence, elle essaie de mourir. Philippe l'envoie loin dans un village de montagne pour qu'elle se reconstruise, qu'elle apprenne à vivre sans lui, pour sauver sa famille aussi. Je revenais des autres et l'histoire d'un nouveau départ, le feuilleton d'un hôtel où travaille une bande de saisonniers tous un peu abîmés par la vie, le récit de leurs amitiés, doutes, colères, rancœurs, de leurs amours. Le roman des autres, ceux qu'on laisse entrer dans notre vie, ceux qui nous détruisent, mais surtout ceux qui nous guérissent. Voilà. Bon, alors, comme d'habitude, chez Melissa d'Acosta, on est sur une belle brique de 700 pages, mais je pense que ça se lit extrêmement vite. Donc, j'ai hâte de le découvrir. Je pense que ce sont des lectures que je vais me garder pour ce printemps ou cet été. Voilà, on va bien voir. Sinon, de quoi je dois vous parler? Je dois vous parler de mes updates lecture quand même. Je vous disais donc, je dois vous parler de mes updates lecture. En l'occurrence, je vais vous en faire un seul. Je vais vous faire mon avis final puisque j'ai terminé Vers la violence de Blandine Rinkel. Ah tiens, remarque belge. Rinkel, encore une fois, je ne sais pas comment ça se prononce. Que j'ai lu la semaine dernière. C'est le seul roman que j'ai pu lire la semaine dernière. C'est pour vous dire à quel point j'étais au ralenti par rapport à d'habitude. J'ai beaucoup aimé ce roman. Je m'attendais pas à aimer et à apprécier autant cette lecture. Donc vraiment, je vais vous en parler. Je vais essayer de rendre un petit peu hommage à la plume de l'autrice parce que c'est vraiment saisissant comme roman. J'espère que j'y arriverai. Ne soyez pas trop dur avec moi quand même. Vers la violence raconte la relation père-fille entre Lou et Gérard. Lou est une petite fille qui vit une enfance particulière en Vendée
avec un père au comportement et au caractère très imprévisible. Lou, elle doit composer avec ce père qui est tantôt aimant, tendre, et tantôt imprévisible, excessif et violent. C'est vraiment très particulier, très spécial. On suit la vie de Lou de sa plus jeune enfance à sa découverte de la vie de jeune adulte et l'emprise que son père a sur elle la suit tout au long de sa vie. C'est vraiment assez incroyable. La relation qu'ils ont tous les deux, qu'ils ont construite, est une relation très ambivalente où on ressent l'amour inconditionnel que Lou a pour son papa, mais on ressent également toute la haine qui est à peu près égale à l'amour infini qu'elle lui porte. C'est vraiment très particulier, on ressent cette dualité qui est présente tout au long du roman et Blandine Rinkel, elle arrive très très bien à nous expliquer cette relation qui est vraiment particulière, vraiment spécifique. En fait, on parle de violence ici, mais on parle pas forcément de violence au sens strict du terme. On parle vraiment du lien presque insaisissable qu'il y a entre Lou et son papa, du lien excessif, du lien... Enfin, c'est un lien, c'est un amour si puissant, si fort, qu'on n'arrive pas à s'en défaire. Et on sent qu'en fait, elle est complètement reliée à son papa et elle veut tout faire pour qu'il l'aime, mais d'un côté, elle sait qu'il a une emprise beaucoup trop forte sur elle. L'écriture de l'autrice est incisive, presque tranchante. Elle arrive parfaitement bien à nous expliquer et à nous expliciter le caractère déconcertant que Gérard, le papa, peut avoir. Elle arrive extrêmement bien à mettre en avant ce personnage qui nous... Enfin, moi, il m'a presque répugné un peu parfois. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin, il est violent, il est un peu brutal dans sa façon d'être, on n'arrive pas à s'en détacher. Elle décrit son sourire carnassier, elle décrit... ouais, elle parle de son rire bruyant aussi, et c'est vraiment l'image que l'on se fait de ce personnage quand on lit le roman. Alors, j'ai préféré la première partie du roman. Les 200 premières pages sont vraiment focalisées sur la vie de Lou quand elle est enfant et adolescente. Et du coup, c'est vraiment la partie que j'ai préférée. La partie de Lou quand elle est jeune adulte, elle devient danseuse, voilà. C'est une partie qui m'a un petit peu moins touchée. Euh, Même si c'est une partie qui est vraiment importante parce qu'on sent à partir de ce moment-là, quand elle devient jeune adulte, elle s'émancipe et elle prend beaucoup de recul par rapport à ce père qui a eu une emprise beaucoup trop importante sur elle quand elle était enfant. Mais c'est vrai que j'ai préféré cette première partie que j'ai trouvée très saisissante, très presque dérangeante en fait, hein, tellement c'est fort. Vers la violence, c'est un roman que je vous recommande vraiment parce que il met mal à l'aise certes, mais l'écriture de l'autrice vaut vraiment le coup et je crois que j'avais rarement lu un roman sur une relation père-fille aussi percutant et aussi bien décrite, aussi bien mis en évidence. Donc vraiment, ça vaut le coup. Après, je préfère vous prévenir, c'est quand même quelque chose qui est assez malaisant, qui est assez malsain et il faut être quand même préparé. Enfin, pour le coup, je trouve que le roman porte très très bien le nom, enfin le titre du roman Vers la violence, ça décrit parfaitement ce qui se passe dans ce roman. C'est vraiment quelque chose, on va de plus en plus vers une violence un peu exacerbée, un peu particulière. Donc du coup, préparez-vous si vous souhaitez le lire. Je pense que c'est un roman qui ne plaira pas à tout le monde parce que c'est vraiment très atypique, très, très propre à l'autrice finalement, cette façon de mettre en avant la relation père-fille. Mais c'est quelque chose qui est assez original. Moi, j'avais jamais lu de roman de ce type-là. Je... Ouais, je suis vraiment contente de l'avoir découvert ce livre et je peux que vous recommander de vous faire votre propre opinion par rapport à ce roman-là. On est sur un vrai bon roman contemporain. On n'est pas sur un roman feel good, il n'y a pas du tout d'humour ou quoi que ce soit, hein. C'est un bon roman contemporain avec des sujets puissants, avec des sujets
dérangeant, mais ça vaut vraiment le coup. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser, enfin, ça n'a rien à voir hein, en termes d'histoire, mais dans la façon d'aborder les choses, dans la puissance qui se dégage du roman, ça m'a fait un petit peu penser à Rosa Dolorosa de Caroline Dorca Fenech que j'avais lu l'année dernière, que j'avais d'ailleurs mis dans mon bilan de lecture 2022 parce que c'est un roman qui m'a profondément marqué. Et voilà, et c'est un peu le même genre en fait, la relation enfant-parent, ouais, c'est extrêmement bien mis en avant en tout cas. Donc si vous avez envie de lire un roman puissant, un roman bouleversant, celui-ci va clairement faire l'affaire. J'ai encore 2-3 petits trucs à finaliser au niveau du travail avant de pouvoir fermer définitivement mon ordi et de pouvoir profiter de ma soirée. Donc je vais vous laisser là pour le moment. Je viendrai vous reparler avant la fin de la semaine parce que je veux absolument vous parler de mes lectures en cours. J'en ai 3 en ce moment en cours, donc on va dire que je me suis un petit peu chargée, mais ce sont des bonnes lectures, donc j'aimerais vous en reparler et vous expliquer un petit peu où j'en suis. Et puis bah écoutez, sur ce, je vous laisse continuer de regarder cette vidéo. Hello! On se retrouve, on est jeudi midi, je viens de terminer de manger, j'en suis rendue à ma postée. Et bon, j'avoue, j'ai pris une petite gourmandise en dessert. Il restait les gâteaux d'anniversaire de mon fils, c'est une de mes petites sœurs qui lui a fait ses gâteaux d'anniversaire. Regardez-moi, bon il est un peu grignoté, hein, mais regardez-moi cette petite tuerie. Voilà, avec son prénom et tout inscrit, enfin, je trouve ça trop bien. Donc bref, on n'est pas là pour parler nourriture. J'ai pas mal de choses à vous dire aujourd'hui puisque j'ai pas mal avancé dans mes lectures. J'ai terminé ma lecture audio qui était Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher. Vous allez vous dire enfin, j'ai l'impression de vous en parler depuis au moins 3 ou 4 semaines, mais je pense vraiment que c'est le cas. Ça fait 1 mois que je traîne cette lecture, donc je suis contente d'arriver enfin à la fin. J'ai également lu et terminé entièrement, parce que pour le coup là, celui-ci je l'ai dégommé, le premier tome de la saga Les détectives du Yorkshire, écrite par Julia Chapman. Et donc c'était le premier tome qui s'appelle Rendez-vous avec le crime. Bah il est là, je suis bête, je peux vous le montrer, ce serait mieux. Rendez-vous avec le crime, que j'ai lu en lecture commune avec Nathalie. Donc celui-ci je vais vous en parler aussi, et il faut que je vous parle de ma lecture en cours quand même si ça fait un bout de temps que je n'ai pas mis le nez dedans, parce qu'en fait j'ai calé entre temps cette lecture là, et j'avoue que je l'ai tellement dévoré, j'ai tellement apprécié ce roman, que du coup j'ai un peu mis en stand-by mon autre lecture commune qui est en cours. Bref, c'est parti. J'avais hâte de découvrir Un jardin de mensonges de Suzanne Fletcher, qui est un roman d'inspiration gothique dont j'ai énormément entendu parler. J'en ai beaucoup entendu parler en bien. Pour votre information, il vient de sortir au format poche il n'y a pas longtemps, je sais plus quand, mais il n'y a pas très longtemps. Et la couverture est splendide, donc s'il vous intéresse, voilà, sachez que le format poche est disponible. Donc, je vais un peu vous parler de l'histoire quand même. Un jardin de mensonges, c'est l'histoire de Clara. Clara est une jeune femme atteinte de la maladie des os de verre. Donc, elle vit recluse dans le manoir familial. À la mort de sa mère, Clara se découvre une passion pour la botanique. Et c'est cette passion pour la botanique qui va lui permettre d'obtenir un job. Elle va être embauchée au manoir, enfin dans la demeure de Shadowbrook, dans la campagne anglaise. Et donc à Shadowbrook, on va lui demander de mettre en place une serre avec des plantes et des fleurs exotiques. Elle est embauchée par un mystérieux Monsieur Fox, monsieur qu'elle ne croise jamais. Et quand elle arrive, elle est vite mise en relation avec les personnes qui vivent dans la demeure, à savoir la gouvernante et les 2 petites bonnes, Harriet et Maud. Harriet et Maud. Et Clara, elle va vite se rendre compte qu'il y a une présence
euh, un peu mystérieuse, un peu étrange. Elle entend des bruits de pas la nuit, elle entend des vases qui se cassent, elle entend le matin quand elle se réveille, les fleurs sont fanées. Voilà, il y a beaucoup de choses assez bizarres qui se passent dans ce manoir. Et elle qui est quand même relativement cartésienne, faut le dire, puisque c'est une scientifique pur jus, elle va finir par se dire que potentiellement il y a peut-être un fantôme dans cette maison. C'est le postulat de départ. Postulat de départ qui, comme vous pouvez vous en douter et comme vous le voyez, est très intéressant. Dans ce roman, on nous promet de beaux secrets, une ambiance bien pesante comme on les aime, mais malheureusement ça ne va pas prendre avec moi. Alors, on retrouve bien les deux éléments que je viens de citer, ça y a aucun souci là-dessus. L'ambiance elle est très lourde, elle est pesante, on retrouve un peu cette ambiance un peu gothique, mais le seul problème qu'il y a avec ce roman, c'est le rythme. Le rythme est beaucoup trop lent à mon goût. L'intrigue est très longue à se mettre en place, il y a des redondances, il y a des répétitions, on a un manque d'intensité certain, et ça ralentit considérablement le rythme du roman. Et franchement, c'est long, mais c'est long. Le personnage de Clara est un personnage très intéressant. L'autrice nous la dépeint comme un personnage comme une femme forte, comme une femme déterminée, indépendante, et du coup c'est vraiment très appréciable. Ses traits de personnalité sont très bons, c'est une très bonne base, sauf qu'à côté de ça, c'est un personnage qui est très curieux. Mais curieux à la limite du côté, enfin on frise carrément le côté mal élevé. Et franchement, ça m'a gonflé. Enfin, ça m'a vraiment gonflé. Je suis désolée de le dire, mais je me disais, mais ça m'a vraiment dérangé ce côté-là parce qu'elle pose des questions mal placées. Enfin, elle a un comportement très déplacé. Elle arrive en tant que simple employée et elle s'intéresse aux problèmes de Shadowbrook, pardon, comme si c'était sa demeure, comme si c'était sa vie en dépendait, quoi. Et bon, ça, moi, ça m'a un petit peu déconcertée. Je me suis dit, mais je comprends pas très bien comment ça se fait qu'elle pose autant de questions alors qu'elle vient d'arriver depuis 2 jours. Enfin, stop. Donc voilà, ce côté curieux, ça m'a clairement dérangé. À côté de ça, le dénouement, je l'ai trouvé beaucoup trop simple. Ça m'a pas forcément plu. Je trouvais que c'était trop tiré par les cheveux finalement. La fin, quant à elle, est une fin ouverte. Alors c'est un choix, c'est un parti pris de la part de l'autrice. Moi, personnellement, je trouve que ça n'est pas très adapté au style du roman. On est sur un roman gothique. Moi, j'aurais plutôt vu une fin ferme, quelque chose d'assez clair, pour que l'autrice puisse mettre un point final à cette histoire. Et en l'occurrence, là, c'est pas le cas. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que cette lecture a été globalement en demi-teinte. À côté de ça quand même, il y a des sujets qui sont relativement bien traités, que j'ai beaucoup appréciés. Typiquement, l'autrice, elle met en évidence la puissance des ragots et des rumeurs, les apparences, les conventions sociales. Elle traite aussi de la maladie et elle en parle vraiment très bien. Donc voilà, il y a des bons côtés quand même, mais pour moi, ça ne restera pas une lecture qui va me laisser un souvenir impérissable, malheureusement. Je ne sais pas si c'est l'écoute audio ou pas, parce que peut-être que c'est l'écoute audio, mais honnêtement, je pense pas, parce que non, je pense pas que ce soit l'écoute audio, en toute honnêteté, parce que la lectrice était très très bonne, très très douée, elle réussissait à faire les voix, on réussissait vraiment à s'immerger dans cette ambiance très pesante de Shadowbrook, donc non, je pense pas que ce soit la lecture audio qui ait fait ça, je pense tout simplement que c'était pas un roman qui était pour moi. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, je serais ravie d'en discuter avec vous. Encore une fois, je vous invite, comme toujours d'ailleurs, mais je vous invite quand même à vous faire votre propre avis si le sujet vous intéresse et si le roman peut vous plaire. J'ai oublié de vous préciser quand même dans le résumé, mais le roman se passe en 1914, donc juste avant la Première Guerre mondiale. Ça se ressent pas mal dans le roman et on parle de la Première Guerre mondiale dans la deuxième partie du roman. C'est quand même pas mal en toile de fond et c'est pareil, c'est assez bien amené, assez bien mis en scène, donc si vous êtes attiré par ce genre de roman un peu gothique à la veille de la Première Guerre mondiale, tentez le coup et dites-moi. Il faut que je retourne travailler, donc je ne vais pas vous parler tout de suite de Rendez-vous avec le crime de Julia Chapman, ni même de ma lecture en cours, mais je reviendrai vous en parler prochainement.
Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est samedi matin et j'ai pas mal de choses à vous dire puisque j'ai quand même avancé dans mes lectures. Donc, j'ai terminé le premier tome de la saga des détectives du Yorkshire, écrit par Julia Chapman, je vais y arriver. C'est une saga de Cozy Mystery, qui comprend à l'heure actuelle 8 tomes. Bon, comme je vous disais, les Cozy Mystery, c'est pas forcément ma tasse de thé. Si vous me suivez depuis un petit temps, vous le savez. J'aime beaucoup les romans policiers avec des enquêtes qui sont bien ficelées, avec des enquêteurs qui ont une personnalité particulière, un petit peu sombre. J'aime beaucoup les thrillers sanglants, les thrillers psychologiques. Et du coup, le genre Cozy Mystery où on a une pâtissière qui s'ennuie un peu et qui décide d'enquêter parce qu'un de ses clients a été empoisonné suite à une tarte qu'il a consommée dans son café. Bon, je suis moyennement fan du concept. Je suis également moyennement fan du concept de la petite mamie qui s'ennuie fermement et qui du coup décide d'enquêter à la place des policiers. Donc le style Cozy Mystery en règle générale ce n'est pas pour moi. Mais il ne faut jamais dire jamais, hein, et voilà, je peux vous sortir toutes les petits proverbes sympathiques, type il y a que les cons qui changent pas d'avis, ou voilà. Ce roman-là, Rendez-vous avec le crime, ce premier tome, je l'ai beaucoup aimé, et je pense sérieusement que je vais poursuivre ma découverte de cette saga. Je l'ai lu en lecture commune avec Nathalie, qui elle aussi a beaucoup apprécié, et je pense que du coup on va lire ensemble les prochains tomes, parce que ça a été une très chouette découverte pour nous. On découvre la petite ville de Bruncliffe, dans le Yorkshire, du coup, dans la campagne anglaise. Et dans cette ville, il y a notamment une famille qui est assez influente, les Metcalfe. Et donc, cette famille-là est composée des 2 parents, bien sûr, et je crois qu'ils sont 6 au total. Il doit y avoir 6 enfants. Donc, principalement des garçons. Et il y a une seule femme, Delilah. Donc, voilà. C'est une famille qui a connu beaucoup de joie, mais également beaucoup de peine, puisque un de leurs fils est décédé en Afghanistan ou en Irak, je ne sais plus. Donc, un de leurs fils était militaire et il est décédé au combat. Donc, ça a été une grosse perte pour la famille Metcalfe. Delilah du coup est une jeune femme très attachante, avec énormément d'humour, de persévérance également, et donc c'est une femme qui est un petit génie de l'informatique et qui a décidé de monter sa propre agence matrimoniale, et elle a développé une appli de rencontre tout simplement. Donc elle travaille dans des locaux dont elle est propriétaire à Bruncliffe. Sauf que son agence matrimoniale ne fonctionne pas aussi bien qu'elle le souhaiterait. Elle a quand même quelques petits problèmes d'argent. Et donc un beau jour, un agent immobilier de la ville lui propose de louer le rez-de-chaussée de ses locaux. Bah, d'ailleurs vous les voyez là en fait, hein. Donc elle travaille au premier étage, et là vous avez le rez-de-chaussée. Et donc il lui propose de louer cette partie-là, et va venir s'installer un monsieur, enfin un homme, qui décide de monter une agence de recherche en tant que détective. Et il s'avère que Delilah connaît l'homme à qui elle va louer ce rez-de-chaussée, puisqu'il s'agit de Samson O'Brien, on le sait un petit peu plus tard dans le roman. Enfin, l'autrice le cache un petit peu pendant les premiers chapitres, mais on l'apprend assez rapidement. Donc c'est Samson O'Brien, et Samson a vécu toute sa vie à Metcalfe, et c'était notamment le meilleur ami de Ryan, le frère de Delilah, qui est décédé en Afghanistan, ou en Irak, je ne sais plus. Enfin bon, bref, au niveau du Proche-Orient. Voilà, et donc bien évidemment c'est un petit peu tendu, puisque Samson a quitté la ville précipitamment 14 ans auparavant,
plutôt en froid avec tous ses amis et toutes les personnes qu'il côtoyait. Donc c'est un petit peu délicat ce retour, personne ne l'avait prévu et donc quand il débarque, c'est un peu le gros ragoût de cette petite ville de campagne anglaise. Donc ça c'est le postulat de départ on va dire, et à côté de ça il va y avoir des meurtres, enfin des personnes pas vraies, enfin des morts un petit peu bizarres, des morts qu'on peut considérer comme accidentelles, mais pour lesquelles il y a quand même un doute sur le fait que ça pourrait être un meurtre. Du coup, Samson va être embauché par la mère d'une des personnes qui est décédée, et donc il va faire la lumière sur toute cette histoire, et Delilah va lui venir en aide à plusieurs reprises. Donc, voici un petit peu l'histoire et le contexte du premier tome. Alors honnêtement moi j'ai vraiment adoré, j'ai beaucoup aimé parce qu'on n'est pas dans le cliché total du Cozy Mystery, c'est-à-dire que pour le coup la personne qui enquête sur les meurtres c'est Samson, et Samson c'est un ancien flic, il est devenu détective mais quand même c'est un ancien flic donc je trouve qu'il a quand même toute la légitimité pour enquêter, et ça change des pâtissières et des mamies qui s'embêtent un peu pendant leur retraite, hein, clairement. Donc c'est plutôt agréable. Il y a un petit peu d'humour, mais pas trop non plus. On n'est pas complètement dans le cliché, et c'est ça que j'ai apprécié. On est sur un roman policier un peu léger, mais on n'est pas pour moi sur un cozy mystery complet type meurtre et cupcakes, je sais plus quoi, ou Agatha Raisin, voilà. Et franchement, c'est vraiment appréciable. J'ai beaucoup apprécié l'écriture qui est très fluide. Je me suis tout de suite sentie à l'aise dans ce petit village de Bruncliffe. On sent que c'est un petit village de campagne anglaise, mais vraiment, on n'a pas envie de partir de ce village. Et vraiment, moi, quand j'ai fermé le roman, j'avais qu'une envie, c'était de prendre le tome 2 et de continuer ma découverte de cet endroit et de ses personnages. Parce que bien sûr, quand on referme le roman, il y a quand même beaucoup de questions qui restent en suspens. On sent que c'est un premier tome. Et vraiment, c'est très sympathique. Du coup, si jamais vous avez envie de vous lancer dans le genre des romans policiers, mais que vous êtes assez frileuse, parce que vous avez peur d'avoir peur, parce que vous n'êtes pas forcément très fan du gore et compagnie, je trouve que Rendez-vous avec le crime est vraiment un très bon roman pour commencer tranquillement dans le genre du roman policier. Parce qu'on est sur un... Encore une fois, on n'est pas sur un cozy mystery complètement cliché, mais on est quand même sur un roman avec une enquête qui tient la route, et avec un coupable qui est dévoilé vraiment à la toute fin. Moi, je l'avais vraiment pas vu venir. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Donc vraiment, si c'est un genre pour lequel vous n'êtes pas habitué et que vous avez envie de vous lancer, et ben démarrez d'abord par ce cozy mystery, et je pense que ça vous donnera envie de lire autre chose et ça vous mettra un peu le pied à l'étrier. En tout cas, moi ce qui est sûr, c'est que je vais lire Rendez-vous avec... Je crois que c'est Rendez-vous avec le mal, le deuxième tome, très très prochainement. Et je pense qu'il faut juste qu'on se cale avec Nathalie, qu'on se trouve un moment, mais à mon avis ça va être vite vu cette histoire. Sinon, en termes de lecture, je suis plongée dans ma lecture en cours qui est Les filles de la villa aux étoffes, le deuxième tome de la saga très connue de Anne Jacobs. J'en suis page 161. C'est une lecture commune organisée par Madame Chachali, donc Angie. Je viendrai vous en reparler un peu plus tard. Je vous en reparlerai pas trop en détail parce que c'est un deuxième tome, donc je voudrais pas vous spoiler tout ce qui se passe dans le premier. Mais je suis assez contente de retrouver les personnages du premier tome, de retourner à la Villa Melzer, et voilà, on va voir ce que ça va donner par la suite. Bref, je ne m'attarde pas trop parce que j'ai un rendez-vous, il faut que je parte dans 5 minutes, donc je vais vous laisser là et je vous reprends plus tard. Hello, on est toujours samedi et je viens tout simplement clôturer le carnet de lecture. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, je suis toujours plongée dans Les filles de la villa aux étoffes et je n'aurais clairement pas fini ce roman avant la fin du week-end. Donc j'en profite pour clôturer le carnet ici et on se retrouve dès la semaine prochaine pour de nouvelles lectures. Allez, ciao!